Qu'est-ce que la toxicité? Est-ce que c'est simplement faire quelque chose d'horrible ou est-ce que c'est le fait de ne pas être sûr de la façon dont on a été traité, que la toxicité sur les lieux de travail a explosé parce que tout le monde est anxieux, tout le monde veut faire des choses? Anshul Bafna, fondateur et président directeur général de la société de conseil ModMonk. Vous touchez au business, au digital, à la spiritualité, à la pleine conscience, à la façon dont nous pouvons créer un leader qui peut devenir conscient. Le leadership conscient doit exister, qu'il soit spirituellement ancré, enraciné ou compatissant. Vous comprenez comment intégrer ces concepts dans votre vie pour devenir compréhensive, sans jugement, impartial, gagner en clarté, avoir du courage. Comment percevez-vous l'intelligence artificielle et la spiritualité avec leurs opportunités, complexités et risques, notamment avec l'intelligence artificielle générale? Ce n'est ni bon ni mauvais, mais c'est immensément puissant. Tout dépend de la conscience qui la guide. Si une machine peut imiter la créativité, l'intelligence ou tout le reste, est-ce que cela la rendra humaine? Si vous explorez encore comment l'intelligence artificielle et les technologies émergentes façonneront notre avenir, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour rester informé des dernières conversations avec les pionniers de l'industrie. Découvrez comment perfectionner ces technologies de manière centrée sur l'humain. Ne manquez pas cela. Rejoignez la communauté et restez informés. Bonjour et bienvenue sur le podcast YouTube de Dinis Guarda, propulsé par citiesabc.com, businessabc.net et Wisdomia Wai. Nous continuons à présenter les leaders mondiaux, les penseurs et les personnes qui changent le monde, un monde de plus en plus bouleversé et inspiré par les technologies, par l'intelligence artificielle et par de nombreux autres éléments. Surtout, cette série met en avant et célèbre les acteurs, ceux qui agissent. Aujourd'hui, je suis particulièrement ravi d'accueillir Anshul Bafna, également connu sous le nom de ModMonk ou Moine Moderne, fondateur et président-directeur général de la société de conseil ModMonk. Forte de plus de 17 ans d'expérience, elle est experte en leadership spirituel, spiritualité au travail et hypnothérapie. Anshul propose des formations en entreprise sur la mythologie, le leadership, l'intelligence émotionnelle, la méditation et la gestion du stress destinées aux cadres dirigeants, managers et autres professionnels. Elle intègre également des pratiques comme la programmation neurolinguistique et les techniques de libération émotionnelle, dans ses séances de coaching en combinant les enseignements des systèmes de connaissances indiens. Cela intègre les enseignements de la Bhagavad Gita, des Upanishads et d'autres textes védiques aux pratiques commerciales modernes. Anshul est aussi professeur à la Flame University et au Symbiosis Center for Corporate Education à Pune, où il enseigne aux étudiants en Master of Business Administration et aux professionnels des matières comme la communication d'entreprise, le leadership et la diversité. Elle est connue pour intégrer la sagesse spirituelle dans ses enseignements, rendant ses sessions uniques et percutantes. Elle accompagne aussi des personnes comme mentor et les aide à élaborer des plans de vie pour améliorer leurs décisions et leur leadership. Elle est également professeure invitée dans de nombreuses universités à travers le monde. Anshul a également été conférencier principal lors d'événements tels que TEDx et a été présenté dans des publications comme Femina, The Daily Guardian, Business World, Rediff, Pink Villa et Pune Mirror. Livres et publications. Anshul a écrit plusieurs publications, notamment Marcher vers l'intérieur, Une soif spirituelle et La spiritualité dans le milieu de travail moderne. Elle travaille également sur 2 livres à paraître, Guide spirituel quotidien dans la vie moderne et Cubile vers la conscience. Anshul est titulaire d'un MSc en psychologie des affaires de l'Université de Westminster, au Royaume-Uni, en plus d'autres qualifications. C'est merveilleux d'avoir cette nouvelle émission de podcast fantastique. Et je suis très enthousiaste aujourd'hui d'accueillir Anshul Bafnal. Donc, je dirais que tu as probablement l'un des profils les plus incroyables que j'ai présentés jusqu'à présent parce que tu touches au business, au digital, à la spiritualité, à la pleine conscience ainsi qu'au conseil. Donc, je dirais que c'est probablement le présent et l'avenir de l'humanité, mais pour l'instant, c'est très fragmenté. Tu rassembles tout. Donc,
pour essayer de te présenter à mon public. C'est un peu, je dirais, probablement pas le genre de personne que j'ai l'habitude d'inviter, mais je suis très enthousiaste à cause de toutes tes différentes capacités, mais aussi parce que tu rassembles beaucoup de choses différentes qui, normalement, dans notre monde actuel, sont très fragmentées et aussi très séparées. Je pense que la plupart des gens ne s'intéressent pas à la technologie, aux affaires, à la spiritualité et au bien-être. Ils peuvent en toucher, mais pas à ce niveau. Et en plus, tu es ce même quelqu'un qui peut toucher à l'intelligence artificielle, à la technologie, à la spiritualité, à la pleine conscience et à beaucoup de choses différentes. Tu accompagnes aussi des entreprises et cadres dirigeants à mieux gérer cela. Ma première question est, comment cela a-t-il commencé? Oh, je dirais que je sais que j'ai parlé avec toi et qu'il y a beaucoup de choses qui sont très particulières en Inde, mais qui sont probablement très différentes dans le monde occidental. Donc, parle-nous un peu de ta jeunesse et de ce qui t'a inspiré dans ce parcours de spiritualité et de pleine conscience. Merci. Merci, Denis. Merci beaucoup. Merci de me permettre de faire partie de cette plateforme incroyable. Mon parcours a commencé. Je vais vous poser une question. Mon parcours a débuté, comme je l'ai dit plus tôt, quand nous nous sommes rencontrés, alors que j'étais très jeune. Donc, c'est vers l'âge de 9 ou 10 ans que j'ai commencé mon parcours spirituel et à prendre conscience de moi-même, à me questionner sur la raison de ma présence ici, sur qui je suis vraiment et sur quel est le but de ma vie. Donc, en tant que jeune enfant d'environ 10 ou 11 ans, se poser ces questions, c'est quelque chose d'important. Et c'est là que mon parcours a commencé. Cela a commencé quand j'ai vu beaucoup de choses. J'ai commencé à voir ces petits détails que les gens manquent, ces contenus subtils des conversations, ces informations subtiles, ces messages subtils qui étaient présents dans l'univers pendant que j'étudiais. Et en tant que jeune enfant, je pense que c'est vraiment là que mon parcours a commencé. Et bien sûr, quand j'ai grandi, vers 11 ou 12 ans, je dis que j'ai fait mon premier travail de guérison et j'ai travaillé avec un médecin là-bas qui n'allait pas bien. C'était simplement une façon très naturelle de guérir. Et puis j'ai réalisé que cette partie, cette dimension innée de l'aspect spirituel est vraiment très forte en moi. Et cela m'a poussé à beaucoup apprendre sur moi-même, à me poser beaucoup de questions sur le fonctionnement de l'univers. Ce petit esprit avait tellement de questions. Et cela m'a poussé à lire et à comprendre les Écritures et à parler avec des gens. Et j'ai été vraiment bénie d'avoir rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont aidée dans ce parcours. Pendant que je faisais cela, tu as très bien dit que j'ai un parcours très varié. J'ai débuté en médecine, mais je n'ai pas continué. Je me suis ensuite tournée vers des études en gestion d'entreprise. J'ai fait mon master, même plusieurs, mais mon intérêt pour la spiritualité, pour la compréhension de la conscience et pour savoir comment nous pouvons intégrer cela dans la vie moderne, parce que j'ai vécu avec une dichotomie pendant très longtemps. Une partie de moi, mon cerveau, disait qu'il fallait faire ce qu'on devait faire dans le monde d'aujourd'hui. Et à l'autre extrémité de cette dichotomie, il y avait mon moi spirituel, mon éveil de conscience qui m'attirait vers une vie de moine, paisible, calme, ancrée et pleine de bonheur. Bon, je pense que cela a façonné toute cette personnalité que, comme tu le dis, j'ai aujourd'hui. Je pense que c'est là que je dirais que j'ai commencé. Et ça a juste continué au fil des années. Ça s'est simplement construit l'un sur l'autre, comme un magnifique gâteau. Je pense que ça s'est superposé. C'est là que je sens que mon voyage a commencé. J'ai vécu à Londres pendant environ 8 ans. Je suis revenue en Inde. Je continue cela, puis je me suis tournée vers les sciences védiques. Maintenant, le voyage semble très long, mais il a été vraiment, vraiment fructueux. Et maintenant, je tends la main aux gens en les aidant à apporter cette vie moderne et pleine de bonheur, cette béatitude monastique dans leur vie mortelle. C'est là que mon voyage a commencé. Donc, avant que nous parlions de votre carrière incroyable et du travail que vous faites, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez commencé à ressentir cet appel lorsque vous étiez enfant. Je pense que dans le monde occidental, et je pense qu'en ce moment, nous avons une grande complexité de différentes cultures, différentes approches, et en partie, la dimension spirituelle de notre société a été en quelque sorte effacée, surtout avec la montée de la technologie.
Bien sûr, chacun a un certain lien avec la spiritualité ou la religion, selon son parcours, selon sa culture. Mais bien sûr, quelque chose d'aussi précoce qu'on ne le voit que dans les films, les livres et ce genre de choses, à moins de connaître des gens comme nous qui sont un peu plus liés les uns aux autres. Alors, comment tes parents ont-ils réagi à cela? Et aussi, dès ce jeune âge, ce réveil, ou du moins les sentiments que tu avais, comme tu l'as dit, tu as parlé de 9, 10 ans, ce qui est très jeune, des années très précoces. Et aussi cette partie-là, puis le fait que tu aies étudié le commerce, la technologie, que tu sois passé de l'Inde au Royaume-Uni et que tu aies également travaillé avec des organisations. Comment tout cela s'est-il assemblé? Là, parce que je pense que c'est l'un des défis que nous avons, surtout à mesure que nous progressons avec le développement de technologies aussi avancées, dont nous parlons beaucoup sur cette chaîne. Nous avons invité certaines des plus grandes personnalités mondiales sur ce sujet. Comment voyez-vous cette partie, mais surtout de votre point de vue et aussi à travers votre propre parcours? Il y a eu des difficultés, je ne peux le nier. Pendant que je grandissais, bien sûr, je viens d'un milieu et plus précisément d'Inde où vous devez avoir tous ces aspects, mais ils ne peuvent pas être dans votre propre maison. Ils doivent être dans la maison de quelqu'un d'autre. Cet aspect est vraiment, vraiment fort. Et il y a eu une résistance de la part, disons, de facteurs externes dans lesquels j'ai vécu. Mais en tant qu'enfant, je pense que j'ai été très chanceuse. Mes parents m'ont beaucoup soutenue. Mais j'ai eu des messages et des discussions qui disaient que je rêvais probablement éveillée. Parce que quand je dis que je vois des choses, je pouvais voir des images, entendre des voix, voir des couleurs, et je parlais à des formes d'énergie. Je parlais aux feuilles, à la nature, à mère terre. Et ça, c'était il y a environ 35-40 ans, en parler. Et à ce moment-là, cela semblait un peu étrange pour beaucoup de gens. Ils ne comprenaient pas vraiment ce que je faisais. En fait, honnêtement, je n'arrivais pas à comprendre ce que je faisais moi-même. Et c'est la vérité. Et j'étais en train d'avoir une conversation. Je voyais des choses et j'entendais des choses, mais j'ai essayé de donner un sens à tout ça pendant très longtemps. Je ne me sentais pas dans mon propre corps. J'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre dans mon corps parce que j'étais constamment spectatrice de moi-même. Et c'est cet aspect spirituel que nous voulons atteindre, que nous recherchons, devenir témoin de qui nous sommes, ne pas faire partie de toute cette pièce cosmique, mais devenir témoin. Et c'est ce que je vivais déjà très jeune dans de petits espaces pendant la journée. Eh bien, cela a suscité beaucoup de réactions négatives de la part de nombreuses personnes qui pensaient probablement que j'imaginais des choses. Et je pense que c'est un aspect. Une autre chose que tu demandais concernait comment j'ai un peu amené cela dans le grand public ou comment j'ai probablement utilisé cela pour entrer dans le grand public, puisque je suis dans les affaires. Et comment ai-je étudié cela? Venant d'une famille déjà impliquée dans les affaires, j'ai toujours eu envie d'étudier. Je voulais pratiquer l'hypnothérapie, comprendre la vie, la régression et le fonctionnement de l'esprit. Mais bien sûr, il faut étudier. L'Inde est un pays très, très fort en matière d'éducation. Donc, il faut être éduqué. Il faut avoir obtenu son diplôme. Il faut faire son master. C'est le schéma en Inde pour la plupart des familles. Et venant d'une famille d'affaires, j'ai obtenu mon diplôme en administration des affaires, puis j'ai déménagé au Royaume-Uni, où j'ai en quelque sorte ouvert plus de portes au lieu de les fermer, parce que j'ai rencontré beaucoup plus de personnes comme moi. Et c'est là que j'ai commencé à mélanger les choses, pendant que j'étais là-bas et aussi pendant que j'étudiais la psychologie des affaires. J'ai essayé de mélanger la spiritualité et la psychologie parce que je ressens fortement que la psychologie et la spiritualité ne sont pas deux choses différentes. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Et vous devez être mentalement et psychologiquement en forme pour expérimenter la spiritualité et vous devez avoir une inclinaison spirituelle pour être psychologiquement parfait, mentalement stable et émotionnellement équilibré. Donc, je pense que c'est un mélange très merveilleux que beaucoup de gens considèrent comme des opposés, mais en réalité, ils sont en quelque sorte sur la même voie. Elles sont les deux faces parallèles d'une même pièce. Donc, je pense que cela m'a vraiment aidé à faire tant de choses différentes.
cours, différentes expériences, des emplois où j'ai travaillé dans des endroits différents. Tout cela m'a aidé à m'amener là où je suis aujourd'hui. Donc oui, Très spécial. Et merci beaucoup pour cet aperçu. Aussi, de nombreux éléments nous font réfléchir à comment avancer. Donc, vous êtes le fondateur de la Mode Monk Consultancy et vous proposez des formations en entreprise qui allient la vie d'entreprise moderne et la sagesse spirituelle ancienne. Alors, parlez-nous d'abord de cela et comment les cadres et les organisations peuvent-ils y répondre avec une approche conventionnelle? donc la Mode Monk Consultancy était un projet où, quand je dis la mode monk, on m'appelle la mode monk, c'est-à-dire la moniale moderne. J'essaie toujours de relier le mode de vie moderne à l'être spirituel. Donc, cette activité de conseil vise spécifiquement les organisations, les entreprises, les universitaires, les universités, pour aider les individus à apporter de la conscience, à comprendre la spiritualité, à offrir un ancrage à leurs collaborateurs dans les organisations et les équipes. Nous évaluons, nous faisons aussi du coaching, nous aidons les individus à devenir plus conscients pour la prise de décision, pour comprendre où ils doivent aller, pour comprendre le conflit qu'ils ont, le conflit intérieur. Et je crois que lorsque les dirigeants ou les managers ne sont pas conscients d'eux-mêmes, qu'ils ne sont pas en harmonie avec leur moi intérieur, non seulement ils prennent de mauvaises décisions, mais ils perturbent aussi l'équipe d'une certaine manière. Et c'est pourquoi je dis toujours que la conscience ou la spiritualité dans le management ou dans les entreprises n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et c'est ce que fait le conseil moderne. Il s'agit d'aider les individus à faire en sorte que leur travail, les personnes et les espaces de travail s'harmonisent avec la spiritualité, la conscience et la pleine conscience. Dharma, nous disons que cela ne signifie pas seulement la droiture, mais ce qui est juste pour vous. Cela vous aide à instaurer un silence intérieur pour prendre de meilleures décisions et obtenir de meilleurs résultats. Et vous ne pouvez pas nier ce fait. Cela étant dit, vous m'avez posé une question sur la façon dont cela a été accueilli, comment les gens ont réagi à cela. Je me souviens qu'une fois, j'étais effectivement dans une entreprise. C'est une multinationale. Je parlais avec la présidente directeur générale et d'autres personnes étaient présentes. Et quand j'ai dit regardons le leadership conscient, je parlais d'il y a 7 ans. Et j'ai parlé du leadership conscient et j'ai expliqué pourquoi la spiritualité est importante. Le quotient spirituel en tant que tel. Nous considérons le quotient intellectuel et le quotient émotionnel, mais pourquoi le quotient spirituel est-il aujourd'hui si important? Et la réponse que j'ai reçue était, et je ne l'oublierai jamais, Denis, c'était nous ne voulons pas, nous voulons des indicateurs clés de performance et des retours sur investissement. Ne parle pas de karma. J'ai dit, ce n'est pas une question de karma, ni de roue du karma, ni de ce que je fais et reçois en retour. Il s'agit de toi, d'être consciente, d'être réveillée. Les gens dans les organisations ne comprennent pas que tant qu'ils ne s'enracinent pas dans une attitude non jugeante, qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font, ils ne pourront pas réussir comme ils le souhaitent. Cela restera seulement une affaire. Ça ne peut pas être une vision si ce n'est pas conduit de manière consciente. Et c'est l'une des réponses que j'ai reçues. Et cependant, maintenant, je pense que les gens, grâce à des personnes comme toi, Denis, qui apportent cela sur une plateforme ouverte, la spiritualité, la conscience, la prise de conscience, toutes ces choses entrent en jeu. Pourquoi il est important pour les individus de libérer ces schémas, de se débarrasser de ces blocages ancrés que les gens ont dans leur schéma de comportement, dans leur schéma de prise de décision. Pourquoi il est important de se libérer de ces choses et ensuite d'aller de l'avant. Je pense qu'aujourd'hui, les gens deviennent beaucoup plus conscients. Cependant, cela étant dit, tu as utilisé un mot très intéressant lorsque tu as parlé de l'endroit où tu as commencé. Cette question portait sur la religion et la spiritualité. Et beaucoup de personnes encore aujourd'hui, que ce soit dans le monde de l'entreprise, à l'université ou des individus, peu importe, confondent la religion avec la spiritualité.
Et c'est un problème majeur auquel nous devons faire face parce que nous ne parlons pas de chant et de faire sonner une cloche sur le lieu de travail. Ce n'est pas de cela dont nous parlons. Nous ne parlons pas de monter au sommet d'une montagne pour y méditer. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons que chaque jour, nous allons faire certaines choses. Nous allons déplacer votre point d'ancrage d'accès. Nous allons vous amener vers une vie plus consciente en tant qu'individu et ensuite cela affectera le monde entier. En philosophie indienne, dans le Védique, nous disons cela signifie que tout l'univers est une seule famille. Une chose change, tout le reste change. Et c'est ce que je pense que les entreprises doivent comprendre. Ce n'est pas un luxe. Il faut l'avoir. Sinon, vous allez simplement courir dans une course sans fin. Je pense que dans ce cas, nous ne grandissons pas vraiment en tant qu'individus. Nous faisons probablement seulement croître les profits qui sont générés par des personnes. Et les gens, lorsqu'ils sont épuisés, fatigués, insécurisés et effrayés, ne pourront plus vous donner les mêmes résultats qu'ils vous donnaient probablement au début de ce modèle économique. Je pense qu'il est important de Comprendre. Donc, l'une des choses qui est très importante. Donc, quand on parle des entreprises, des sociétés et même des dirigeants comme moi, et eh bien, comme vous, comme tout le monde, nous avons nos défis. Et les défis sont la façon dont nous obtenons des résultats, comment nous faisons face à la concurrence, comment nous traversons les environnements frénétiques et stressants que nous créons et dans lesquels nous vivons. Et tout cela survient aussi actuellement avec un stress supplémentaire dû au rythme de l'innovation et de la technologie. Et aussi, comment cela nous perturbe-t-il? Donc, vous avez travaillé avec des cadres dirigeants et vous les avez conseillés et abordé ce sujet. Un défi auquel nous faisons face, que vous avez déjà évoqué, mais sur lequel je voudrais approfondir, c'est il y a des éléments de toxicité, il y a des éléments de parfois, on se perd dans la traduction. Nous ne pouvons pas transmettre le message, surtout si vous êtes une personnalité de niveau C ou du monde des affaires. Comment maintenir cet équilibre? En théorie, c'est beau, mais en pratique, c'est difficile. Donc, j'aimerais voir ces défis et certains, bien sûr, au plus haut niveau. Quels sont les domaines où votre travail aide à surmonter cela? Vous l'avez évoqué, mais nous pouvons davantage l'appliquer au monde des affaires et de la technologie, car c'est nécessaire. Sinon, nous créerons une série monstrueuse en allant dans cette direction. C'est exact. Et il y a donc beaucoup de choses que tu me demandes ici et je vais les décomposer. Tu parlais aussi du défi le plus courant que les gens rencontrent, que j'ai moi-même rencontré lors du coaching conscient ou du coaching spirituel. L'un des défis, il y en a tellement en fait, Denis. Je ne peux même pas commencer à dresser la liste parce qu'elle est tellement exhaustive quand il s'agit d'atteindre les gens, car ils ont toujours une sorte de façade de refus devant eux. Vous savez, c'est difficile de les approcher. Mais l'un des principaux défis et l'un des plus courants, c'est l'agitation intérieure. Je pense que la capacité de rester immobile, la capacité de simplement rester dans l'instant, même lorsqu'il gagne. Donc, et je le dis ouvertement parce que ce n'est pas seulement quand quelqu'un perd ou quand quelqu'un n'arrive pas à obtenir un résultat, mais même quand ils arrivent à obtenir un résultat, je pense que l'un des défis les plus courants pour les gens, c'est de rester immobile ou d'essayer de se calmer. Je crois que l'agitation intérieure est l'un des plus grands défis. Et peut-être que les cadres sont d'excellents résolveurs de problèmes, mais souvent ils résolvent le mauvais problème. Ils règlent les problèmes du marché tout en ignorant les problèmes personnels. Je pense que c'est un autre défi. Ils s'attaquent aux mauvais problèmes. Quand on examine un problème ou une difficulté, il y a toujours une cause profonde qui est liée à un problème spécifique. Nous avons souvent tendance à ignorer les causes profondes en nous concentrant sur des aspects superficiels et pensons que c'est le seul problème à résoudre. Mais si nous analysons le problème en profondeur et que cette analyse n'a pas vraiment lieu, cela représente un autre défi.
J'ai travaillé avec des présidents directeurs généraux au Canada et en Inde, plusieurs d'entre eux, ainsi qu'avec de nombreux dirigeants qui ont admis être constamment sur le qui-vive, conscients et attentifs à ce qui se passe. Ils ne pouvaient pas dormir sans leur téléphone près d'eux. Et ils ressentent une anxiété constante quant à la façon dont les choses vont se passer. Et c'est un autre défi auquel nous sommes confrontés avec les personnes dans les organisations, même au plus haut niveau, c'est l'anxiété dans l'alignement. Et une autre chose à laquelle je suis aussi toujours confrontée, c'est lorsque les gens ne sont pas capables de se voir eux-mêmes ou de se comprendre tels qu'ils sont. Il y a beaucoup de couches chez les individus. Ils ne sont pas vraiment capables de regarder ce qu'ils veulent, ni comment ils le veulent. Que recherchent-ils vraiment dans la vie? Je crois que nous sommes tellement confus par tout ce qui brille et l'or dans le monde que nous oublions que la racine, c'est la mer, ou que la racine dont nous sommes faits, c'est la terre et l'élémentaire. Et je pense que c'est un énorme défi. Ce que nous avons fait avec ces personnes, c'est qu'il y a eu plusieurs façons dont nous avons un peu géré cela. Nous avons fait des exercices de respiration, nous avons écrit dans des journaux, nous avons fait un coaching très, très approfondi où nous avons un peu séparé et disséqué chaque problème et cela a énormément aidé. Et nous avons travaillé avec des pratiques de détachement. Et en quelques semaines, j'ai vu que des personnes ont rapporté non seulement un meilleur sommeil, mais aussi une prise de décision plus claire. Un autre défi que je constate, et vous avez parlé des défis, ce sont les dilemmes éthiques. Nous appelons cela Dharma Sankat en hindi ou en sanskrit. Cela signifie que choisir entre deux bonnes options ou deux mauvaises options est l'un des défis les plus difficiles auxquels les individus et les dirigeants sont confrontés. C'est un autre défi très, très courant que j'ai observé chez les dirigeants. Un autre sujet dont vous parliez était la toxicité. Et, eh bien, vous le savez et le monde entier le sait, la toxicité sur les lieux de travail a littéralement explosé parce que tout le monde est anxieux. Tout le monde veut faire des choses. Je pense que lorsqu'il y a un environnement toxique sur un lieu de travail, et j'en ai vu tellement, ce n'est pas toujours à cause de mauvaises politiques ou d'un service ressources humaines inadapté. Ce ne sont pas ces raisons qui créent de la toxicité. Je pense que c'est très simple, Dilis. Je crois que la toxicité vient des personnes blessées qui occupent des postes d'influence. Quand il y a des personnes à ce poste de direction qui prennent des décisions, qui peuvent influencer d'autres personnes, qui peuvent créer des politiques, qui peuvent mettre en place d'autres choses dans une organisation, si elles ne sont pas guéries, si elles agissent à partir de l'insécurité, de la peur, de l'ego, cela va s'infiltrer dans la culture de l'organisation. Quoi que tu fasses, cela s'infiltrera quand même. Et une fois que cette culture devient comme ça, toute personne qui rejoint cette famille qu'est l'organisation va perpétuer cette culture, à moins qu'elle ne soit consciemment déconstruite lorsque tu introduis la spiritualité au travail ou lorsque tu mets en place un leadership conscient. J'ai travaillé avec une entreprise où il y avait beaucoup de commérages et c'était une petite et moyenne entreprise. Mais la cause profonde était un cadre supérieur qui était extrêmement peu sûr de lui et son insécurité venait de la peur. C'est une peur enracinée dans ses problèmes d'enfance et il avait constamment peur d'être éclipsé. Donc, nous avons dû contourner cela pour comprendre ce qui se passait réellement. La solution n'est pas toujours une meilleure règle ressources humaines. Je pense que nous sous-estimons l'importance du travail intérieur au niveau du leadership. Je ressens vraiment que lorsque tu guéris, tu sais, quand tu guéris en tant qu'individu, la personne guérit et la culture de l'organisation va réellement guérir aussi. La toxicité diminuera et tu verras une fluidité. Et j'ai vu cette fluidité d'énergie positive, de bonnes vibrations dans cette organisation aller dans ce sens. Mais cela exige beaucoup de travail.
Ce n'est pas un sachet de café instantané qu'on ouvre, qu'on met dans de l'eau chaude et bam, c'est prêt. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, ouais. Donc, pour reprendre ce que tu viens de dire, bah, tu as un peu abordé ce point, mais je voudrais aller un peu plus en profondeur. Donc, tu intègres les enseignements de la Bhagavad Gita et de tous les textes précieux dans les pratiques commerciales modernes. Donc, tu viens justement de mentionner l'importance de construire cette culture. Donc, je vais ajouter un niveau de complexité ici. Donc, lorsque tu dois prendre des décisions en tant que dirigeant d'entreprise, bien sûr, tu dois regarder la concurrence, regarder la performance. Et par exemple, nous avons aussi tous ces excès de l'Europe, ou je veux dire, surtout en Europe, mais aussi dans le monde occidental, où en même temps, les gens ont un sentiment d'être privilégiés. Et j'ai aussi ce problème, d'accord. Bon, certains pensent qu'en Europe, il n'est pas nécessaire de travailler autant. Et par exemple, en Europe, là, nous prenons aussi beaucoup de choses fantastiques que nous accomplissons, comme les droits et des choses comme ça. En Afrique, là, beaucoup de ces choses n'existent pas et la plupart d'entre nous ne les avons pas. Donc, en même temps, cela crée même des concepts comme la culture woke et beaucoup d'autres choses. Donc, ce dont nous parlons ici, c'est d'une véritable approche spirituelle que vous pouvez apporter à la pratique des affaires modernes et au bien-être. Mais la question est, et c'est probablement la question de certains dirigeants, ou du moins les vrais dirigeants qui nous écouteront se demanderont, d'accord, comment pouvons-nous faire cela sans tomber dans tous ces problèmes qui arrivent dans beaucoup d'endroits? Et aussi, surtout quand on apporte cela à la technologie, parce que bien sûr, quand on forme l'intelligence artificielle ou quand on regarde le chatbot et des choses comme ça, il y a aussi beaucoup de défis. Donc, des aspects pratiques basés sur les points négatifs et les défis que nous avons dans le monde d'origine et la concurrence, tous les tarifs, toutes les différentes choses que nous avons en ce qui concerne la politique et la géopolitique. Et aussi, comme tu l'as dit, à l'intérieur des entreprises, parce que ben, ça peut être une personne qui a ce type d'énergie, une autre personne qui a un autre type d'énergie, et les deux personnes entrent en collision, pas s'effondrent, mais entrent en collision l'une avec l'autre. Donc, un peu comment tu vois cela à travers tes enseignements, ainsi que tes meilleures pratiques, tes études et ton expérience. Bien sûr. Donc, la Bhagavad Gita elle-même, eh bien, quand je dis que j'intègre les enseignements de la Bhagavad Gita, c'est probablement pour le monde qui ne connaît pas cela. Le Seigneur Shri Krishna s'adresse à Arjuna. Maintenant, Arjuna est un individu qui se trouve sur un champ de bataille. Vraiment, vraiment, l'un des meilleurs archers du monde à cette époque. Et il a posé son arc et ses flèches et il dit qu'il ne va pas se battre. Je ne pense pas que ce soit possible. Je ne pense pas que je puisse le faire. Et il perd espoir. Et c'est là, je pense, que le Seigneur Shri Krishna lui explique ces 18 chapitres sur la vie, sur le fait de vivre, sur la façon dont on doit traverser les moments difficiles et sur l'importance de faire ce qui est juste pour soi. Donc pour lui, il est archer, il est soldat, il doit se battre. C'est un combattant, un guerrier, il doit se battre. Il ne peut pas abandonner à ce moment-là. Et il y a tellement de beauté dans ce livre en particulier. Ce n'est pas religieux, ce sont des leçons de vie. Et donc, l'une de mes applications préférées de la Gita est le Nishkama Karma, qui consiste à agir sans être attaché au résultat de ce que l'on fait vraiment. Cela ne veut pas dire que vous faites simplement quelque chose et que vous oubliez le résultat dans le monde de l'entreprise. Cela signifie que lorsque vous avez une tâche à accomplir, vous vous y concentrez pleinement, donnez le meilleur de vous-même, puis laissez les choses suivre leur cours. J'ai donc travaillé avec l'une des directrices des ventes dont l'équipe subissait d'énormes pressions trimestrielles liées aux ventes. Et je lui ai demandé de se concentrer sur l'action intentionnelle plutôt que sur l'obsession du résultat. Et ce qui s'est passé là-bas, bien sûr, c'est que nous avons fait beaucoup de travail en déplaçant cette intention vers l'action réelle. Au lieu de s'obséder sur le résultat, l'équipe est ainsi passée d'une vente motivée par la peur parce qu'en réalité, tout ce qu'ils faisaient, c'était se concentrer sur les ventes puis faire le travail. Et ils s'inquiétaient des ventes qui allaient avoir lieu. Ils ont transformé ces ventes motivées par la peur en un service axé sur la valeur.
Et ironiquement, non seulement ils ont atteint les objectifs, mais ils les ont dépassés parce que leur attention avait complètement changé. C'était un entonnoir. Leur attention s'était complètement tournée vers ce qu'ils faisaient et elle n'était ni distraite ni divisée. C'est ce qui allait venir après qu'ils aient effectivement réalisé leur vente. Donc, ça aide vraiment. Et la sagesse ancienne enseigne que lorsque vous vous concentrez sur l'excellence dans l'action, et c'est aussi ce dont parle la Gita, les résultats viennent naturellement dans les entreprises. Cela transforme les dirigeants. Cela vous aide à prendre des décisions à court terme sous la pression immédiate, tout en gardant à l'esprit l'impact à long terme. Je pense que cela aide vraiment en tant qu'individu en termes d'enseignement lorsque nous parlons de la Gita. De nombreux autres enseignements, à mon avis, fonctionnent aussi très bien avec les entreprises, les sociétés et les personnes. Et vous avez parlé du sentiment d'avoir droit à quelque chose. Je pense que les membres de la génération Z avec lesquels nous travaillons malheureusement, et pas seulement eux, je pense que beaucoup de personnes que nous connaissons se sentent très en droit d'obtenir beaucoup d'autres choses et il y a des affrontements d'ego. Je pense que ce qu'il faut faire à travers les enseignements que j'essaie d'intégrer, c'est de prendre du recul par rapport à toute la scène de l'action. Quand tu prends du recul et que tu fais simplement les choses et que tu accomplis ce que tu dois faire à ce moment-là, que ce soit en termes de vente, de marketing, de ressources humaines, de stratégie, de vision ou de planification, sans y mettre tes propres préjugés, sans intégrer, sans insuffler tes motivations égoïstes en tant qu'individu. Prendre du recul et regarder l'objectif organisationnel, pas seulement le tien. Je pense que ça aide vraiment. Et puis, il y a beaucoup d'enseignements de ce genre dans de nombreux écrits et dans la Gita qui aident réellement les organisations à prendre de meilleures décisions, à voir comment être équilibré. Et cela parle aussi d'une vie équilibrée. C'est un aspect très intéressant de cette écriture où l'on parle de comment vivre une vie équilibrée. C'est essentiel, même pour l'équilibre vie pro-vie privée, devenu un enjeu majeur aujourd'hui. Je pense que lorsque les dirigeants et les décideurs comprennent comment intégrer ces principes simples dans leur vie quotidienne et qu'ils le font, cela a un effet boule de neige. Quand ils le font, leurs subordonnés le feront aussi. Et je pense que c'est ainsi que les organisations, les individus, les équipes peuvent travailler et donner le meilleur d'eux-mêmes en intégrant la sagesse qui existe dans le monde ancien. Et il y a tellement d'autres écritures. Il y a aussi Chanakya. Il a écrit sur l'économie et sur la façon dont l'économie devrait être. Et l'Artha Shastra, c'est ainsi qu'on l'appelle. Artha signifie finance et économie. Shastra, ce sont les règles. Et ces principes ont également été intégrés lorsque nous faisons de nombreux ateliers, formations et accompagnements individuels, en choisissant quel principe convient à qui selon la personnalité de chaque personne. Ce n'est pas une solution universelle. Ce n'est pas un simple modèle de formation ou une case à cocher en ressources humaines. Il faut comprendre cette personne, comprendre cette organisation, vérifier la vision de cette organisation, regarder quels sont leurs problèmes, puis combler les lacunes. Et c'est comme ça qu'il faut faire. On ne peut pas simplement dire que cet atelier ou cette technique fonctionnera probablement pour une personne. Ce n'est pas ainsi que ça marche. Donc, en abordant cela, il y a un nouvel élément qui fait partie de votre travail et aussi dans vos enseignements et votre conseil, c'est que vous intégrez et incorporez la programmation neurolinguistique et les techniques de libération émotionnelle. Donc, vous intégrez cela dans le coaching. Donc, tout d'abord, si vous pouviez décrire, parce que les choses neurolinguistiques, et puis bien sûr, cela affecte tous les systèmes d'intelligence artificielle dans le monde. Les techniques de libération émotionnelle relèvent de l'intelligence émotionnelle comme beaucoup d'autres. Vous pouvez d'abord présenter les concepts, puis expliquer leur intégration au coaching. La programmation neurolinguistique ou programmation neurolinguistique est couramment appelée programmation neurolinguistique. C'est essentiellement un programme en tant qu'individu, nous avons des systèmes de messagerie dans notre corps, n'est-ce pas? Et nos corps sont programmés d'une certaine manière. Il y a un langage qui traverse notre
Je parle en tant que profane pour que quelqu'un puisse comprendre de la façon la plus simple possible un programme avec un langage particulier qui vous aide à comprendre comment vous comporter. Ce programme fonctionne dans votre esprit quotidiennement. Donc, vous êtes programmé d'une certaine manière pour penser, pour vous comporter, pour traiter, pour prendre des décisions, pour traiter l'information. Et lorsque vous travaillez avec la programmation neurolinguistique, cela signifie programmer le langage de vos neurones et les messages qu'ils reçoivent. S'il fonctionne d'une certaine manière et que vous voulez le modifier, alors il s'agit de reprogrammer votre schéma. C'est changer le cheminement de la programmation. Si vous répétez souvent « je pourrais échouer » ou « je pourrais faire quelque chose » et que c'est votre première pensée comme individu ou leader, cela révèle un facteur de peur. Ce discours interne doit être reprogrammé. Cette reprogrammation se fait grâce à la programmation neurolinguistique et cette reprogrammation va se produire lorsque vous changez, que vous modifiez constamment ce programme dans votre esprit. La première chose que vous devez faire, c'est vous déprogrammer, tout comme un virus informatique, si on peut utiliser cet exemple. Nous comprenons qu'il faut l'enlever, puis nous nous reprogrammons, disons, au lieu de dire « je pourrais échouer », je dis « je suis là pour partager, je suis là pour réussir, je vais faire mieux ». Et lorsque vous changez ce récit dans votre esprit en tant qu'individu, cela change tout autour de vous. C'est une façon simple de comprendre la programmation neurolinguistique. Beaucoup de choses se passent avec la programmation. Votre esprit se reprogramme et restructure votre façon de penser. Quand on parle de technique de libération émotionnelle, c'est la technique de libération émotionnelle. C'est essentiellement une technique de tapotement. C'est une façon très intéressante de libérer les blocages émotionnels. Les blocages émotionnels sont nombreux. Ça peut être la peur, ça peut être l'insécurité, ça peut être quelque chose qu'un manager ou un subordonné a dit, ça peut être quelque chose lié à votre enfance, peu importe ce que c'est. Si vous n'arrivez pas à produire, si vous n'arrivez pas à réussir, si vous n'arrivez pas à donner le résultat que vous souhaitez donner et que vous faites tous ces efforts, il doit y avoir, c'est comme un système de canalisation pour les émotions. Si c'est bloqué, peu importe la quantité d'eau que vous versez, elle va simplement ressortir. Elle ne va pas s'écouler. La technique de libération émotionnelle est une méthode où l'on tapote sur différents points du visage et des clavicules. Ceci s'appelle le geste du karaté. Et il existe des méthodes de tapotement sur ces points méridiens qui vont vous aider à libérer les blocages. Et de façon fantastique, donc pour toutes celles qui écoutent, lorsque vous vous sentez anxieuse ou que vous ne savez pas quoi faire, le tapotement sur la clavicule va vraiment vous aider à libérer cette anxiété. Donc, j'ai accompagné des dirigeantes très anxieuses à l'idée de parler en public, incapables de s'exprimer. Nous utilisons la programmation neurolinguistique pour reprogrammer le discours intérieur. Et ensuite, nous l'intégrons à la technique de libération émotionnelle parce que cela réduit les symptômes physiques de l'anxiété, comme la transpiration et les frissons, parce que votre corps réagit aux émotions que vous ressentez. Lorsque vous libérez ces émotions, elles peuvent réellement aider votre corps à se sentir différemment. En l'espace de quelques mois, bien sûr, il donnait de nombreuses conférences et présentations avec assurance. Ça a marché pour lui. Et ces outils fonctionnent parfaitement en complément, bien sûr, de différentes pratiques, comme les techniques de respiration, la méditation, le sadhana. Et parce que cela agit à la fois sur le conditionnement mental et sur le stress émotionnel stocké dans le corps. Je pense que c'est là que l'intégration fonctionne vraiment très, très bien. Je pense que quand les gens travaillent sur l'esprit et l'émotion, pas seulement l'un des deux, on distingue deux niveaux, puis un niveau subtil que nous intégrons, conscience, prise de conscience, spiritualité. Donc, cela prend en compte les trois éléments ensemble. Et c'est là que l'intégration, à mon avis, est vraiment fantastique. Résultats incroyables. Même en affirmant constamment quelque chose, Denise, tu as sûrement remarqué que beaucoup de gens utilisent des affirmations actuellement. C'est la tendance apparue ces 2 dernières années. Les affirmations t'aident aussi à reprogrammer quelque chose. Quand tu répètes quelque chose plusieurs fois, tu es en train de modifier ton état d'esprit vers ce que tu veux
vraiment. Et les organisations peuvent aider. Les ventes peuvent aider. Le marketing peut aider. Toutes les personnes dans une organisation, je pense, seront ce sera une très bonne façon de les aider. J'ai travaillé avec toute une équipe de vente une fois, il y a quelques années. Je crois que ça fait 7 ou 8 ans. Une énorme, très grande Tata, l'une des marques ou sous-marques de Tata. Nous avons travaillé avec une grande équipe de vente et nous avons utilisé la programmation neurolinguistique et la technique de libération émotionnelle avec eux pour améliorer la confiance, la productivité, les ventes, leur façon de parler, de traiter l'information et leur manière de penser tout en parlant. Toutes ces choses ont été prises en charge grâce à l'évolution de ces deux méthodes. Et bien sûr, la base reste toujours la spiritualité et la conscience. Quand vous êtes consciente, je pense que chaque changement est possible. Donc, je veux aborder l'un des sujets probablement les plus difficiles sur le lieu de travail, l'élément de toxicité. Alors, comment pouvons-nous examiner cela à la lumière de tous les principes que vous avez mentionnés? Parce que cela arrive, et cela arrive normalement à cause des déséquilibres et de beaucoup de choses que vous avez mentionnées auparavant. Comment une organisation peut-elle l'éviter et y faire face? Parce que bien sûr, elle ne peut jamais l'éviter complètement, car il y a des égos, des vanités et aussi des différences culturelles. Je souhaite aborder ce sujet car vous êtes expert dans ce domaine. C'est exact. Comme je l'ai mentionné auparavant, vous savez, la toxicité ne concerne pas seulement de mauvaises politiques, de mauvaises personnes ou de mauvaises règles ressources humaines ou quoi que ce soit de ce genre. La toxicité vient, comme je l'ai dit, de personnes blessées occupant des postes décisionnaires. Je pense qu'une des façons dont nous pouvons gérer cela, et j'ai réussi à aider des gens à le faire dans des organisations, c'est d'être ouvert à la conversation. Je sais que ça paraît très simple, mais les dirigeants dans les organisations doivent être conscients et ils doivent être attentifs à ce qui se passe en eux-mêmes et chez les autres. La toxicité fait partie de la culture d'une organisation, donc il n'y a pas que les membres de l'équipe qui doivent en être conscients. D'abord, il faut comprendre pourquoi cet environnement est toxique. Qu'est-ce que la toxicité? Est-ce que c'est simplement faire quelque chose d'horrible ou est-ce que c'est le fait de ne pas être sûr de la façon dont on vous a traité? Donc, la toxicité peut être différente pour différentes personnes dans différentes organisations et dans différents environnements. Nous devons comprendre quel type de toxicité cette organisation rencontre réellement. S'agit-il d'une toxicité centrée sur les personnes? S'agit-il d'une toxicité liée à l'énergie ou est-ce à cause de... Il faut d'abord comprendre la politique dans l'organisation. Une autre question que vous avez posée est comment peut-on y faire face? Tout d'abord, il faut instaurer des conversations ouvertes, parler les uns avec les autres. Les gens devraient se parler entre eux ou bien nous devrions faire appel à quelqu'un d'extérieur pour comprendre ce qui se passe réellement. Et quand je dis cela, je pense que les cadres supérieurs, les dirigeants ou les personnes occupant des postes élevés doivent d'abord être consultés, car le problème vient de là. Une autre chose que vous pouvez utiliser pour réduire la toxicité, c'est comprendre d'où vient le problème à la racine dans leur vie personnelle. Souvent, les gens apportent leur vie personnelle au travail. Je me souviens qu'autrefois, quand j'étais plus jeune, dans la vingtaine, on disait « garde ta vie personnelle à la maison, ne la porte pas au travail ». Mais ce n'est pas ainsi. Avec le temps, nous avons compris qu'on ne laisse pas sa vie personnelle chez soi, il faut l'emmener. Tu es une personne, tu es un être humain avec toutes ses émotions et tu vas t'emmener partout où tu vas. Donc, tu vas transporter la toxicité de la maison au travail. Donc, il faut apprendre aux gens à compartimenter cela. C'est la première chose. Deuxièmement, il faut apprendre aux gens comment gérer cette toxicité. C'est la deuxième chose. Troisièmement, comment guérir cette toxicité en soi. Comment revenir à l'intérieur de soi, se regarder, se détacher de ses émotions, enlever ses sentiments que l'on ressent
et faire face à ces situations. La plupart du temps, mais c'est quand les gens disent qu'ils sont dans un environnement toxique, sont désolés de briser l'illusion, mais ils sont eux aussi très toxiques dans cet environnement. Ce n'est pas seulement les autres qui sont toxiques, vous apportez aussi cette toxicité et l'attirez. Point final. Le semblable attire le semblable, tout comme votre femme attirera la vôtre. Vous ne pouvez pas attirer la toxicité si vous n'êtes pas aussi toxique en tant qu'individu. Peut-être pas au travail, mais dans la vie personnelle. À un moment donné, vous êtes probablement sur cette fréquence d'énergie. Sinon, cela ne se connectera pas. C'est pourquoi je pense que c'est la troisième façon d'agir. Intégrer des interventions régulières d'une tierce partie qui peut réellement parler aux gens, investir dans les personnes et comprendre. Laissez-les être un peu plus humains que simplement être humain et agir ainsi aidera à réduire la toxicité au travail. Ce n'est pas si simple. C'est beaucoup de travail, Denis. Je pense que certains disent qu'on fera un atelier et que la toxicité disparaîtra. Mais ce n'est pas si simple parce que tu te mets au travail, tu fais des choses, tu travailles sur toi-même. Pense à toi-même lors d'une retraite ou d'un atelier, d'accord? Tu fais toutes ces belles choses, tu t'écoutes, tu travailles avec toi-même, mais dans ton sac, tu te remets dans la situation où il y a tout ça. Tu retombes dans la routine. Tu vas l'absorber. C'est impossible que tu n'en ramènes pas un peu en toi, même après t'être purifié. Les gens doivent apprendre à lâcher prise, à poser des limites, de l'énergie, des échanges, des pensées, du lâcher prise. Lâcher prise, souvent évoqué dans les relations amoureuses, est aussi essentiel dans le milieu professionnel. Quand vous gardez, disons par exemple, il y a seulement 2 jours, j'ai rencontré quelqu'un qui gardait encore la rancune envers une personne avec qui il avait travaillé il y a 27 ans, et cela continuait encore. Cela s'est répandu lentement, ces graines de toxicité continuaient à s'infiltrer dans son environnement actuel. Donc ce n'est pas seulement une journée d'aujourd'hui, mais c'est beaucoup de travail tout au long de votre vie. Et je pense que ces 3 ou 4 points sont excellents pour commencer à gérer la toxicité sur le lieu de travail. Et je ne peux pas nier ou minimiser un point très important. Cela commencera par vous-même. Si vous êtes un leader qui écoute, si vous êtes président, directeur général, ou si vous êtes à la tête d'une organisation ou d'une équipe et que vous souhaitez créer quelque chose qui aide ou faire venir quelqu'un pour réduire la toxicité dans votre équipe, la première chose à faire est de comprendre si vous êtes vous-même toxique ou non. Et je veux dire, c'est important. Et que c'est beaucoup à digérer et c'est un élément clé. Je pense que c'est l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés. Et aussi parce que nous traversons beaucoup de défis en ce qui concerne notre perception de notre culture. J'aime toujours le concept arabe de notre système d'exploitation. Dans votre cas, c'est indien, mais même en Inde, il y a beaucoup de systèmes d'exploitation différents, que vous soyez hindou, musulman ou d'une autre religion. Et bien sûr, si vous êtes chrétien, catholique ou protestant, il existe de nombreuses variations dans le système d'exploitation culturelle. Mais bien sûr, il y a beaucoup de nuances dans les sous-couches culturelles, même entre les musulmans. Il y a beaucoup de différences. En Inde, il y en a beaucoup d'autres. Et chez les chrétiens aussi, de nombreuses variations. Que vous veniez d'un pays ou d'une région différente, je souhaite aborder ce point car c'est l'un des plus grands défis. Et aussi, il y a un concept que vous avez étudié, c'est comment créer un leader qui peut devenir conscient. D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose d'inné ou pas? Je pense que c'est très important. Le leadership est un élément clé pour moi. Et pour être honnête, après des décennies d'expérience, au début, j'essayais d'être beaucoup plus conscient du fait d'être un leader. Et c'est un certain point que j'ai également réalisé. Et je veux être très honnête ici pour mes collaborateurs, pour vous et pour les personnes qui nous écoutent, c'est que le défi, et si vous regardez dans le monde, et c'est un paradoxe que nous avons dans le monde moderne, mais je pense que c'est parce que nous avons la société la plus avancée de l'histoire, mais en même temps, vous avez la société la plus divisée.
Nous avons l'extrême droite, l'extrême gauche, nous avons beaucoup de cynisme. Et en même temps, nous avons, ironiquement, avec toute la technologie que nous avons développée, et après probablement 15 000 ans de civilisation au moins, un grand défi. La majorité de la population mondiale vit sous des gouvernements non démocratiques. Donc cela signifie, premièrement, que la démocratie n'a pas complètement fonctionné, d'accord? Bien que ce soit probablement en théorie le meilleur modèle. Et je vis dans un pays démocratique, donc j'ai probablement certains avantages. Mais deuxièmement, c'est que l'idée de leadership et de conscience ne concerne pas seulement les affaires et la technologie. Ceci concerne les gouvernements politiques. Nous avons donc encore des guerres au XXIe siècle. Elles semblent ne jamais s'arrêter. Les conflits persistent. Donc, cela m'amène à une question personnelle que je me pose en tant que leader quand j'essaye d'être vraiment humaniste, et je ne parle pas de politiquement correct, je parle d'humanisme ici. Beaucoup de membres de mon équipe, et j'ai une équipe internationale, ne me prenaient parfois pas au sérieux. Donc, quand je suis devenu plus autoritaire, et je ne parle pas de l'aspect négatif de l'autoritarisme, mais plutôt d'être plus décisif, plus prêt à faire avancer les choses, en fait, la plupart de mon équipe me respectait. Donc, c'est une sorte de position très forte et j'ai aussi été dans une entreprise, sans citer de nom, où j'avais un leadership très humaniste et je dirais très progressiste. C'était en partie un désordre. Et puis, on passe à une culture de gladiateur complètement radicale et cela devient en fait plus productif et mieux organisé. Donc, je veux aborder cela parce que la théorie, c'est une chose. Et c'est lorsque nous allons dans les différentes couches que nous commençons à comprendre comment nous pouvons faire avancer cela. Donc, en tant que personne qui étudie cela, et même la question de ce qui s'est rendu conscient, si c'est quelque chose ou non, et tous ces défis auxquels nous faisons face dans la société, le leadership, les gouvernements, la technologie, comment pouvons-nous aborder cela? Et je veux aborder cela avec beaucoup d'humilité parce que je pense que c'est l'un des plus grands défis pour l'avenir de l'humanité. Parce que si nous apportons cela aux machines, elles finiront probablement par reproduire ce que vous faites. Nous risquons de vivre dans une société dystopique digne de la science-fiction, ou allons-nous vraiment? Nous sommes déjà dans un film de science-fiction, n'est-ce pas? Nous vivons déjà un rêve de science-fiction. C'est une question très intéressante, Denis. Et je pense qu'il est important de bien comprendre d'abord parce que quand on parle de leadership conscient, je pense que ce concept doit être un peu clarifié. Quand on évoque la spiritualité, la conscience y est toujours liée. En hindi ou sanskrit, le terme utilisé est agatma. Cela signifie connaître l'atma, c'est-à-dire se comprendre soi-même. C'est très important. Voilà la conscience. Alors, quand vous demandez si c'est inné en tant que leader, est-ce que vous savez, les leaders sont-ils consciemment doués de façon innée? Je crois que la conscience est une graine en chacun de nous, qui germe plutôt chez certains. Pour d'autres, il faudra peut-être une tempête pour qu'elle s'ouvre, on ne sait pas. Mais le leadership conscient, il est quelque chose qui doit exister, être respecté. Maintenant, quand on parle de leader, et tu as tout à fait raison de dire que ce n'est pas seulement les entreprises et les organisations, mais ce sont aussi les gouvernements et les pays qui ont des leaders, et nous devons faire des choix conscients. Nous ne pouvons faire des choix conscients que si nous sommes conscients de nous-mêmes. J'ai vu que les dirigeants acharnés, uniquement axés sur les chiffres, ont également changé après avoir constaté par eux-mêmes les avantages d'être conscients. Et quand je parle d'être conscient, cela ne veut pas dire ne pas être humaniste ou être complètement autocratique. Et quand nous parlons d'être conscient, cela signifie être présent dans l'instant, voir la situation, se voir soi-même, voir ses propres biais, devenir plus conscient de soi, savoir que vos décisions viennent du bon point de vue pour l'organisation, le pays ou votre parti politique. Peu importe pour qui vous prenez ces décisions en tant que leader. Cela peut vous permettre d'obtenir une meilleure confiance de l'équipe, plus de clarté et moins de conflits. Et quand vous dites que, vous savez, même si vous êtes plus humaniste ou que vous travaillez sur un aspect plus humanitaire et que vous êtes plus libéral, les gens n'écoutent pas.
Mais les leaders conscients, le fait même d'être leader, signifie qu'ils doivent faire avancer ces travaux. Cela ne veut pas dire que s'ils sont conscients ou spirituellement ancrés, ou qu'ils sont ancrés ou compatissants, et je vais utiliser le mot compatissant ici, juste parce qu'ils sont compatissants ou conscients, cela ne veut pas dire qu'ils ne feront pas ce qu'ils doivent faire. Comme je le disais, l'Arthashastra ou le Gita, et tu sais, cette intégration était tellement importante parce qu'ils t'apprennent que tu dois poser des limites, tu dois tracer une ligne et dire, d'accord, si j'endosse le rôle de leader, je vais l'assumer pleinement et je suis consciemment consciente de qui je suis. Je dois prendre des décisions difficiles et agir. Puis, ces décisions sont prises. Cela ne veut pas dire que je suis moins compatissante en tant qu'individu. Je suis simplement consciente de ce que je dois faire à ce moment précis, parce que c'est mon dharma. Le dharma ne désigne pas une religion ou la droiture, mais ce que vous devez faire à l'instant. Qu'est-ce que je suis censée faire? Donc, je pense que si cette clarté vient chez une personne, et cela ne peut venir que lorsque vous devenez consciente, que vous comprenez ces concepts, que vous comprenez comment intégrer ces concepts dans votre vie en devenant compréhensive, sans juger, impartiale, en obtenant de la clarté, en ayant du courage. Je pense que c'est une chose en deux. Le courage et l'empathie envers soi-même sont deux piliers majeurs pour être une leader consciente. Et parce que vous allez faire face à beaucoup de choses sur vous-même que vous devrez découvrir, apprendre et affronter au cours de votre parcours pour devenir une leader consciente. Et pour vous, par exemple, ce que vous mentionniez, le fait d'être plus strict donne une personnalité très forte qui dit « Ne me cherchez pas, faites votre travail et on y arrivera ». Mais cela peut aussi se faire avec un angle compatissant, très compatissant. Cela peut se faire en étant très, très consciente. En fait, lorsque vous avez endossé ce rôle d'être strict, direct et peut-être un peu autocratique à ce moment-là, vous preniez une décision consciente. Vous étiez très consciente de votre rôle de leader et avez pensé, cela ne fonctionne pas pour ce groupe, je dois changer d'approche. C'est ce qu'on appelle le leadership situationnel et il n'y a rien de mal à cela. Je pense qu'en gardant votre compassion au cœur et votre empathie forte, vous ne changez pas en tant qu'individu. Vous faites ce qui est juste pour votre peuple à ce moment-là. Et il faut comprendre que les dirigeants, tout le monde est conscient, mais tout le monde ne choisit pas de s'éveiller. Tout le monde le peut. La question est, sont-ils prêts à regarder à l'intérieur d'eux-mêmes pour vraiment vouloir changer, vraiment vouloir s'éveiller, ou bien jouent-ils aveuglément le jeu sans être des leaders conscients? Et quand je parle de leadership conscient, encore une fois, ne vous méprenez pas, cela ne signifie pas simplement devenir conscient de ce qui vous entoure, c'est intégrer la conscience, intégrer la prise de conscience, intégrer la compassion, intégrer un comportement juste, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les personnes avec qui vous travaillez. Je pense que c'est un ensemble complet lorsque vous devenez un leader conscient. Ce n'est pas seulement vous qui prenez une décision de manière consciente, c'est une façon ancrée de choisir. Et vous pouvez adopter un leadership situationnel exactement comme vous l'avez fait. C'est important, en tant que leader conscient, vous saurez quoi choisir et quand. Merci beaucoup, il y a beaucoup là-dedans. Et je crois que pour les personnes qui nous écoutent, le défi est de savoir comment équilibrer votre équilibre personnel en termes de conscience, en termes d'être un leader conscient. Je devrais probablement écrire davantage à ce sujet. Et je vais probablement consacrer une section spécifique à cela. Mais aussi comment nous apportons cela dans les activités quotidiennes. Comme vous l'avez dit, c'est un travail continu parce que vous pouvez être strict, mais aussi faire preuve d'intelligence émotionnelle ainsi que de respect et de compassion, comme vous l'avez mentionné, mais c'est très beau en théorie. La pratique, et c'est beaucoup plus difficile. Vous êtes également professeur à l'Université Flamme et au Centre Symbiote pour l'éducation d'entreprise. Parlez-nous donc de cela et de la façon dont vous équilibrez votre rôle d'éducateur avec votre travail de coach spirituel et de consultant en affaires. Oui, donc j'enseigne. Je pense que l'enseignement me maintient très ancrée et connectée à de nouvelles perspectives, notamment de la future génération de leaders. Je n'ai pas besoin de trouver un équilibre ici, Denis,
parce que je pense que ces deux aspects du travail en entreprise et de l'éducation, être enseignante ainsi qu'être consultante en coaching spirituel, je trouve qu'ils sont comme une même rivière avec des courants différents. Différents courants finissent par se rejoindre dans la même rivière de l'être. Aider, être conscient spirituellement, être éveillé. Parce que quand tu enseignes, ça m'aide à me connecter avec la génération à venir. Ça m'aide à me reconnecter avec l'enfant qui est en beaucoup de gens. Ça m'aide à grandir en tant qu'individu. Et c'est une passion que j'ai. J'enseigne dans des universités, pas seulement celles mentionnées, et ce depuis un certain temps. Il y a un mois, j'enseignais à l'université de Greenwich à Londres. J'enseigne et fais du mentorat dans le monde entier. Je fais du mentorat auprès des étudiants. Et je pense que le conseil me permet aussi de garder les pieds sur terre face aux défis du monde réel. Comme vous l'avez dit, c'est facile en théorie, mais difficile en pratique. C'est très facile de lire un livre, mais pour l'application, c'est tout à fait différent. Et le conseil m'aide justement à faire cela. Ça m'aide avec les défis du monde réel parce que je suis aussi thérapeute. Encore une fois, c'est un tout autre domaine du coaching spirituel et du travail thérapeutique que je fais. Je travaille avec des personnes ayant de vrais problèmes que nous abordons ensemble progressivement. Comme je l'ai dit, mais ce n'est pas juste un interrupteur. Ce n'est pas un interrupteur. C'est tout un grand circuit imprimé sur lequel nous devons déplacer les choses petit à petit. Et c'est comme ça que ça fonctionne concrètement. Je considère tous les espaces d'échange, les 3, 4 espaces dans lesquels je travaille, comme des échanges, pas seulement comme des instructions sur ce qu'il faut faire. Après chaque séance ou après chaque cours, nous créons un espace où nous pouvons grandir en tant qu'individus. Et toutes ces choses sont adaptées. Tout ce que nous faisons en entreprise et en milieu académique est intégré dans le monde de l'entreprise. Ce que je fais dans le monde de l'entreprise, je l'apporte généralement dans les établissements d'enseignement, le coaching spirituel, auprès des vice-présidents seniors, des présidents directeurs généraux, des directeurs généraux, des directeurs financiers et d'autres managers, cadres supérieurs avec lesquels je travaille. Nous apportons des actions concrètes, quotidiennes, de petits pas que nous mettons en place. Les livres et la théorie vont vous donner un gros aperçu, mais savoir comment le mettre en pratique, c'est une toute autre histoire. Nous savons quoi faire en théorie, mais comment le faire, c'est tout à fait différent. Et ce comment, ce pourquoi, ce quand et tous ces petits éléments qui vont avec comme un puzzle qui s'assemble, c'est quelque chose de très différent. Et l'éducation, le conseil, le coaching spirituel, ils se nourrissent les uns des autres. Ils se nourrissent mutuellement et s'enrichissent. L'un a l'esprit curieux, l'autre le cœur pratique. Je pense qu'il n'est pas nécessaire pour moi de trouver un équilibre entre ces rôles. Je pense que naturellement, avec la grâce divine, je m'adapte à ces rôles, quoi qu'il arrive à ce moment-là. Tu portes ça. Je veux dire, par exemple, tu portes mais cette tenue particulière quand tu vas à cette fête en particulier. C'est exactement comme ça. Et je pense que c'est quand tu restes témoin de toi-même, comme j'ai commencé à le dire quand j'avais 10 ans, je me sentais comme une témoin et je garde ce sentiment très fort même aujourd'hui. Même dans cette conversation, je reste témoin de ce qui se passe. Donc, pendant que je suis ici en ce moment, je suis une personne qui te parle et il y a une témoin qui observe ce qui se passe ici. C'est pareil pour tout ce que je fais. Je reste témoin et tout reste équilibré. Je pense que ce n'est pas nécessaire à équilibrer. L'intensité et le besoin que nous avons d'équilibrer les choses nous laissent avec beaucoup de déséquilibre. Eh bien, des domaines très importants et précieux où nous devons tous aller. Et l'exploration approfondie de ce sujet. Donc, vous avez écrit le livre Marcher vers l'intérieur, un guide spirituel de Norless. Et où explorez-vous les parcours spirituels? Donc, et aussi, vous regardez vers l'avenir en travaillant sur 2 livres à paraître, Guide spirituel quotidien dans la vie moderne et Spiritualité sur le lieu de travail moderne. Alors, qu'est-ce que les dirigeants et les lecteurs peuvent attendre de ces livres? Parlez-nous de ces ouvrages et comment espérons-nous pouvoir impacter cette culture du monde moderne dont nous avons parlé jusqu'à présent? Utiliser ces livres permet sans doute d'explorer cela plus en profondeur. Bien sûr. Donc, le livre qui a été publié s'appelle Marcher vers l'intérieur
qui est en fait un guide simple. C'est un livre simple qui aide les personnes à commencer leur voyage intérieur. Ce sont simplement 13, 21 histoires avec des anecdotes, des analogies, des expériences tellement actuelles que vous aurez l'impression que, oh, cela m'est déjà arrivé. Et il vous donne des moyens simples, des techniques simples, comme il y a des espaces, il y a des chapitres qui parlent de créer un espace sacré, de prendre une pause sacrée entre ce que vous faites. Regardez-vous dans le miroir, il y a un exercice à faire ainsi. Et ce sont des étapes simples qui peuvent aider non seulement une personne sur le plan personnel, mais aussi un leader ou un manager à travailler sur eux-mêmes, à se comprendre intérieurement. Et c'est un guide incroyable à avoir avec de merveilleuses histoires qui vous montrent comment avoir des conversations avec vous-même. Il explique comment se libérer des bagages et il ne fait pas que d'en parler, il vous donne aussi des moyens simples d'y faire face. Vous pouvez le trouver sur Amazon. C'est un excellent livre accessible à tous. C'est un excellent livre à parcourir. Je pense à deux autres livres, dont l'un s'appelle De la cubicle à la conscience. Celui-ci est spécifiquement écrit, en fait, il y en a deux. L'un était celui-ci et le deuxième, c'est Le voyage du fou dans le monde moderne de l'entreprise. Donc, cela parle essentiellement des individus et de ce qu'ils peuvent faire pour intégrer la spiritualité au travail depuis ces cubicules où nous travaillons de 9 à 5 ou peu importe les horaires que vous faites. Comment intégrer la conscience et quels défis allons-nous rencontrer? Quelles sont les méthodes que nous pouvons utiliser, les procédures que nous pouvons suivre, les processus que nous pouvons mettre en place pour développer une pensée plus consciente, pour instaurer un leadership plus conscient, pour créer une équipe plus éveillée, pour construire plus une équipe avec une personnalité qui s'aligne les unes avec les autres. Ainsi, il travaille davantage comme un réseau plutôt qu'individuellement et il ne reste pas isolé au travail. Au contraire, vous obtenez de meilleurs résultats lorsque vous vous réunissez en équipe comme un univers en soi. Et les pratiques quotidiennes les pratiques spirituelles quotidiennes sont essentiellement individuelles, tout simplement une façon de comprendre ce que vous savez, cela va concerner le spirituel au quotidien. Cela va parler de la spiritualité comme un art de l'alignement, où nous allons comprendre la sagesse quotidienne pour l'être spirituel. Quand je parle de spiritualité, ne la confondez pas avec la religion. Il s'agit de comprendre non. S'étudier soi-même. C'est cela qui va être très important. C'est l'essentiel de ce livre. Et le voyage du fou dans le monde de l'entreprise, c'est en gros, c'est intéressant, Denis. Je pense que c'est dans ce domaine-là que j'utilise les cartes de tarot. Et il s'agit de comprendre le monde des affaires à travers le prisme du tarot, parce qu'on passe de zéro, le fou, jusqu'à la fin, le monde, et comment un individu, quand il entre dans une organisation, il est un fou, disons par exemple, il ne sait rien. Comment le parcours se fait complètement sur plusieurs années, à travers le jugement, la justice, les échecs, la trahison, la politique, puis il ou elle arrive à un endroit où il ou elle comprend que le monde entier est en soi. Et je pense que c'est ce parcours qui, encore une fois, est très concrètement présenté dans un manuel ou un livre à venir. Félicitations pour le livre et aussi pour ceux à venir. C'est très important. Je vous suggère d'essayer d'obtenir les livres aussi, car cela aide beaucoup. Donc, l'une des grandes questions est l'intelligence artificielle et la spiritualité. Je dirais qu'il y a un éléphant dans la pièce, un gros, et c'est un élément crucial pour nous alors que l'intelligence artificielle prend le contrôle d'une partie de l'économie mondiale, prend le contrôle de nos vies. Donc, certaines études affirment que cela nous rend plus stupides, d'autres que cela nous donne plus de pouvoir ou que nous avons le IAH. Vous aurez de nombreux défis. Nous avons reçu certaines des plus grandes personnalités du monde. Et Socio, nous avons deux phases de l'intelligence artificielle. Et là, il y a des gens qui sont, je pense, plus comme des prophètes de malheur et d'autres qui sont plus positifs. Les prophètes de malheur sont bien plus nombreux que les optimistes. Je suis un peu au milieu.
Et j'ai une certaine compréhension de tous les risques. J'interviewe ici dans ce podcast des personnalités parmi les plus impressionnantes au monde dans ces domaines. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que je pense que presque personne n'aborde le concept d'intelligence artificielle et de spiritualité, parce qu'en ce moment, nous construisons des grands modèles de langage qui sont neurolinguistiques, comme tu l'as dit avant la programmation, et ils deviennent assez avancés. Ils imitent des personnalités. Ils commencent déjà à interagir avec nous. Nous avons en ce moment une grande croissance des plateformes où vous pouvez réellement sortir avec une intelligence artificielle. Je dirais qu'il y a du sexe avec l'intelligence artificielle que vous pouvez avoir dès maintenant, et ce n'est pas une petite chose. Actuellement, de nombreuses plateformes proposent des rencontres et des interactions avec des agents intelligence artificielle. Donc, comme tu l'as dit, on est déjà un peu dans cette sorte de dystopie de science-fiction. Alors, comment peut-on regarder ces choses-là? Parce qu'en ce moment, c'est déjà là. J'aime souvent complexifier la question, mais je pense que tu peux comprendre. Et allez, d'un côté, on a des gens qui ne comprennent même pas la puissance de l'intelligence artificielle, ce qui, je pense, représente 90% de la population mondiale. Parce qu'une chose, c'est d'utiliser un bot partagé, une autre, c'est de comprendre comment cela peut bouleverser l'économie mondiale ou la société mondiale. Notre enfant utilisera les chatbots différemment de ce que nous avons connu. La façon d'apprendre, même la façon de créer la conscience, va être différente parce que nous créons la conscience à travers les livres. Maintenant, nous allons créer la conscience avec des livres interactifs qui apprennent et interagissent avec nous au fur et à mesure. Donc, je sais que tu es inquiété là-dessus. C'est une grande question. Je veux simplement que les gens qui nous écoutent sortent des sentiers battus et entendent ton avis. Mais comment vois-tu cette intelligence artificielle et la spiritualité avec toutes ces complexités et opportunités, mais aussi beaucoup de risques, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générale? Et nous avons, eh bien, je pense que la plupart des communautés scientifiques qui développent l'intelligence artificielle disent que, au maximum, je dirais que les plus sceptiques parlent de 5 à 10 ans. Et il y a des gens qui disent que c'est dans 1 à 2 ans. Bien sûr, cela dépend de la façon dont on définit l'intelligence artificielle générale. L'intelligence artificielle et la spiritualité sont un vaste sujet, mais j'aimerais votre avis en tant que personne spirituelle, technologue et homme d'affaires. Je pense que c'est une question énorme, Tennis. Tu mets un gros poids sur mes épaules en me demandant d'y répondre. Je trouve que ça a toujours été intéressant pour moi, l'intelligence artificielle, et de comprendre l'intelligence artificielle et la spiritualité. Et bien sûr, nous en avons déjà parlé auparavant, et je pense, l'intelligence artificielle, on ne peut pas y échapper. C'est un mal nécessaire à l'heure actuelle dans le monde d'aujourd'hui. On ne peut pas s'en passer, parce que partout, aujourd'hui, on a une conversation, quelqu'un enregistre une réunion, quelqu'un prend des notes. Tout cela, c'est de l'intelligence artificielle, ça vous aide. Ce n'est pas que ça ne va pas vous aider, mais honnêtement, je suis plutôt de celles qui pensent que c'est plus dangereux que bénéfique. Je ne peux pas nier les bons aspects de l'intelligence artificielle, mais je pense que d'un point de vue spirituel, l'intelligence artificielle peut être comme un feu. Ce n'est ni bon ni mauvais, mais c'est immensément puissant, selon la conscience qui la guide. Je pense que c'est encore plus important dans le monde d'aujourd'hui. L'intelligence artificielle peut être intelligente, peut avoir des informations, elle peut traiter, elle peut faire toutes ces choses, mais l'intelligence artificielle ne peut pas. L'intelligence artificielle peut aider à enseigner, elle peut aider à structurer des idées. Je pense, mais peut-elle externaliser l'essence, le message de l'âme? Parce que cela vient d'une expérience vécue, et nous ne pouvons pas ignorer ce fait. Nous ne pouvons pas négliger l'intuition ni l'échange subtil d'énergie entre l'orateur et l'auditeur aujourd'hui. À notre rencontre, il y a eu un échange d'énergie. Même si tu utilises l'intelligence artificielle aujourd'hui pour avoir une conversation, nous échangeons quand même une énergie particulière, une vibration entre nous deux. L'intelligence artificielle peut aider à organiser les mots, mais seule une personne consciente peut transmettre, disons, le rasa ou les émotions qui sont là. Rasa, ce sont les émotions et cette saveur spirituelle qui transforme réellement l'auditeur. On peut imiter un être humain, mais on ne peut pas imiter cela.
L'intelligence artificielle ne peut pas imiter la compassion, elle ne peut pas imiter l'amour, elle peut imiter les mots d'amour. Et quand on parle des applications de rencontres et des gens, elles sont très réalistes, oui. Et j'ai vu beaucoup de boîtes de dialogue, même GPT et beaucoup d'autres choses dont les gens parlent qu'ils utilisent pour le travail thérapeutique. Ils les utilisent pour des histoires d'amour, ils les utilisent pour des amitiés, mais il n'y a pas d'âme dedans. Ils utilisent des informations qui leur sont données par d'autres personnes dans le monde. Les informations reçues en tant qu'utilisateur final. Et corrigez-moi si je me trompe, mais elle est biaisée. Elle a déjà été traitée et c'est ce qu'on vous transmet. Si une machine peut imiter la créativité, l'intelligence ou l'empathie, prenons cet exemple parce qu'elles font preuve d'empathie dans ces fenêtres de discussion, est-ce que cela les rend humaines? Est-ce que cela leur donnera réellement une âme? Et cela va au-delà de l'intellect. L'âme, votre conscience, votre essence d'être, c'est au-delà de l'intellect, au-delà de la mémoire, au-delà de la personnalité. C'est la conscience pure. L'intelligence artificielle pourrait nous amener à moins nous identifier à l'esprit et à explorer la tranquillité et le témoin derrière, mais elle ne le peut pas. Elle peut aider à structurer des idées, mais vous ne pouvez pas déléguer cela. Si vous aimez, vous savez, une compréhension complète de cela pour une intelligence artificielle, par exemple, je pense que si vous voulez avoir une expérience complète pour une expérience humaine, l'intelligence artificielle ne pourra pas vous la donner. Pendant des siècles, les humains y ont essayé de déléguer à des personnes, des animaux, des machines et maintenant à l'intelligence artificielle, donc à des algorithmes. Mais la conscience, la pleine conscience, l'ancrage, la spiritualité, c'est ce travail-là que je ne pense pas pouvoir être délégué. Cependant, vous avez mentionné que les gens n'ont pas d'intelligence artificielle et de spiritualité. Il y a beaucoup de ces applications qui apparaissent maintenant et qui vous parlent de sagesse spirituelle. Mais excusez-moi, ce sont des sagesses spirituelles empruntées. Et la spiritualité ne peut pas être empruntée. C'est votre vérité, votre compréhension, votre conscience, et vous devez marcher sur ce chemin. L'intelligence artificielle peut seulement vous dire que ce sont les processus qui peuvent vous aider. Ensuite, c'est à vous de faire le travail. La spiritualité et l'intelligence artificielle commencent déjà à s'intégrer, affirmant pouvoir vous rendre plus spirituel. Ou nous pouvons vous aider dans votre parcours spirituel, ou nous pouvons être un coach spirituel. Non, vous ne le pouvez probablement pas parce que vous ne comprenez pas le processus pour atteindre le nirvana, la libération ou la conscience de soi. Et bien sûr, il y aura des gens qui vont débattre et me dire, oh, mais l'intelligence artificielle peut être éclairée. L'intelligence artificielle peut être consciente d'elle-même. Qui est cette intelligence artificielle? Est-ce que cela a une essence? C'est une chose. Mais je ne pense pas que l'intelligence artificielle puisse imiter la conscience spirituelle. C'est un travail. Comme je l'ai dit, cela ne peut pas être externalisé. Elle peut stimuler la conscience, oui, mais elle ne peut pas l'expérimenter. Stimuler, c'est différent de vivre l'expérience. Elle peut mesurer le poids de votre cerveau pendant la méditation, la sadhana, le dhyana et la dharana. Mais peut-elle ressentir le calme que vous éprouvez quand votre esprit s'apaise? Non, elle ne peut pas. Elle peut vous dire le goût et la croissance de la pomme. Elle peut vous dire quelle couleur, quelle saveur, quel type de jus, quelle est sa texture. Mais peut-elle la goûter? Non. Donc là où l'intelligence artificielle et la spiritualité se rencontrent, ce n'est pas vraiment une amplification, vous voyez. Elle sert de miroir reflétant les schémas de notre comportement. Mais je pense c'est plutôt un langage émotionnel. Je pense que nous devons le considérer comme un miroir et pas seulement comme un être spirituel conscient. Cela peut nous aider à clarifier notre esprit. Je pense que c'est une réponse très forte, c'est une réponse très difficile à vous donner concernant l'intelligence artificielle et la spiritualité. Elles sont liées. Oui, elles sont liées. L'une peut aider l'autre. Cela peut imiter l'autre. L'une traite, l'autre ressent, donc c'est différent. Je ne peux pas nier le fait que l'intelligence artificielle va jouer un rôle important dans le développement spirituel des êtres humains.
Même si pour le moment, je ne peux pas vraiment dire avec certitude si c'est bien ou mal. J'ai plutôt tendance à penser qu'à l'heure actuelle, cela n'apportera pas vraiment beaucoup d'aide. Je pense que cela sera plus perturbateur qu'utile, car la spiritualité en soi est un voyage intérieur et très personnel. Lorsque vous cherchez des réponses à l'extérieur, l'intelligence artificielle va vous donner des réponses sur la façon dont vous allez vous sentir. Par exemple, si je demande comment je vais me sentir en méditant, elle vous le dira précisément. Ensuite, votre esprit se biaise en pensant, c'est ainsi que je dois le ressentir. Puis le conditionnement commence. Laissez-moi ressentir tout cela. Est-ce que ça pourrait être un effet placebo? Je ne sais pas. Probablement oui. C'est pourquoi je pense que cela va être plus dangereux dans le domaine de la spiritualité que dans celui de la santé. La technologie, oui, je pense que ça va être génial, mais encore une fois, ça va perturber beaucoup de jeunes esprits. Je pense que c'est important. C'est un exemple amusant que j'utilise toujours. L'univers t'a enlevé ta queue parce que tu ne l'utilisais pas. On était des singes, on a gardé le coccyx, la queue a disparu. Je pense que la créativité et nos cellules grises pourraient disparaître si on ne les utilise plus. Nous dépendons trop de l'intelligence artificielle. Et la conscience, la spiritualité et l'intelligence artificielle peuvent aller de pair, mais il faut savoir où s'arrêter. Il faut vraiment savoir où tracer la limite et dire, d'accord, ça suffit. Maintenant, c'est mon chemin. Je reprends le contrôle. Mais le plus souvent, les êtres humains sont comme ça. Ils sont paresseux. Nous sommes des gens paresseux. Nous aimons que les choses se fassent facilement. Et donc, il y a une grande possibilité que nous tombions dans ce terrier d'Alice au pays des merveilles de l'intelligence artificielle et de s'y perdre. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets intéressants à aborder et j'en parlerai sans doute dans une autre émission. Est-ce que je pousse un peu dans le sens de la barrière entre l'intelligence artificielle parce qu'il est évident que nous allons avoir des humanoïdes bien plus avancés que nous Oui, et ce sera une question de les humanoïdes grand public arriveront dans 5 ans. je n'en doute pas du tout. Oui, donc cela signifie, comme tu le sais, que nous avons organisé le sommet auquel tu as participé et où nous avions cette démona. Et ça, bien sûr, ce n'est pas le symbole, c'est un humanoïde assez avancé, mais pas au niveau dont nous parlons. Donc, d'ici les 5 à 10 prochaines années, nous aurons effectivement des humanoïdes. Et il y a un film, c'est un film de science-fiction que je pense être le meilleur sur ce sujet. Il s'agit de The Creator, qui met en avant le sens de la spiritualité et la façon dont les humains peuvent coexister avec les intelligences artificielles, les robots et les humanoïdes. C'est vraiment intéressant que ce film montre comment les humanoïdes deviennent des amis, des amants et s'intègrent dans tous les aspects de la vie. Donc je crois que cela va arriver et que probablement l'intelligence artificielle sera une seconde itération de l'humanité parce qu'au final, c'est notre continuation. Donc pour répondre à votre remarque, il y a beaucoup de choses et bien sûr, il y a mon côté passionné de technologie, mais nous allons avoir beaucoup d'éléments dans tout cela. Donc je veux juste être respectueux même si nous avons dépassé le temps. Donc, pour le sens du temps, et ensuite, je vais approfondir un peu plus, juste pour les personnes qui m'écoutent, beaucoup plus cela, et probablement je vous demanderai une seconde prise juste sur l'intelligence artificielle, la spiritualité et la technologie avec vous et d'autres personnes. Mais bon, concernant tous les défis auxquels nous faisons face en tant que société, donc des choses pratiques, j'aime toujours tirer parti du meilleur de ce que nous avons. Vous avez aussi de nombreuses casquettes qui apportent beaucoup et ça a été un parcours fantastique d'en discuter avec vous ici. Donc, dernière question. Quels sont les principaux états d'esprit spirituels et les pratiques de bien-être que vous recommandez aux professionnels, aux dirigeants, à toute personne qui souhaite apprendre, car nous avons différentes personnes qui écoutent ceci et qui luttent contre le stress, l'épuisement professionnel, ainsi que les défis liés à la technologie dans le monde des affaires d'aujourd'hui, qui évolue à un rythme effréné. Parfait. Avant de répondre à votre question, je vais juste dire une ou deux phrases sur ce dont vous parliez précédemment. Dans 5 ans, nous aurons des robots et des humanoïdes. Et je pense, comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas ignorer ni nier ce fait.
Mais tant qu'ils doivent coexister, si la spiritualité, la conscience humaine et l'intelligence artificielle doivent coexister ensemble, les humains doivent devenir beaucoup plus conscients et ancrés. Ils doivent fixer cette limite en connaissant leur identité. La seule façon dont cela va vraiment se perdre, et cela va arriver, c'est lorsque les humains vont se perdre eux-mêmes dans le processus. Et cela, c'est plus probable que l'autre, que nous risquons de nous perdre dans le processus avec l'intelligence artificielle. Et si tu peux t'ancrer et rester très, très forte et consciente, je pense qu'alors la coexistence peut se faire de manière positive. Pour revenir à ta question, des moyens pratiques pour les auditeurs d'intégrer la spiritualité dans le monde moderne. Et la compassion. J'ai oublié ce mot car je sais que tu en parles et c'est très important ici. Oui, la compassion. D'accord. Alors commençons par la compassion. Si je dis que la compassion est prioritaire, je précise qu'elle doit d'abord être tournée vers toi-même, pas vers les autres. Je pense que chacun doit intégrer la compassion envers soi-même, voir où il se trompe, accepter ses erreurs et se pardonner. Une façon d'intégrer cela, et c'est une manière très, très puissante pour les entreprises, les individus ou tous ceux qui écoutent, notamment les leaders, c'est d'examiner les domaines où tu penses avoir mal agi et d'être capable de te pardonner. Je pense que la culpabilité joue un rôle très important dans la vie de chacun à un moment donné. Si tu es capable d'être compatissante envers toi-même, de comprendre pourquoi tu as agi ainsi à ce moment-là, c'est parce que tu pensais que c'était la meilleure façon de gérer la situation à cet instant précis. Quand tu comprends cela avec amour, avec respect, avec dignité, je pense que c'est de la compassion envers toi-même. Je pense que c'est la première chose que nous devons intégrer. Ensuite, il y a quelques autres choses que les personnes peuvent intégrer. Et je crois aux choses simples. Je pense que la simplicité, il y a beaucoup de complexité dans la simplicité. Si tu comprends les choses simples, tu pourras résoudre des problèmes complexes, mais pas l'inverse. Donc, des choses simples comme bien dormir. Je pense que c'est quelque chose de tellement basique. Dors bien. Deuxièmement, bien respirer. Et tu pourrais dire, oh, mais ce sont des exercices de respiration. C'est une façon très occidentale de le dire. Le travail de la respiration, quand on en parle, c'est le prana. Le prana désigne la force vitale dans ton corps qui te permet de générer de l'énergie intérieure. Lorsque tu canalises cette énergie dans ton corps, il existe de nombreux nadis qui sont des canaux corporels. Il y a 72 000 canaux dans ton corps qui transportent cette source d'énergie de haut en bas dans ton corps. Si ces canaux sont dégagés, si ces blocages sont éliminés, ton processus de pensée deviendra plus clair. Les brouillards de ton esprit vont se dissiper. La respiration est essentielle et c'est la respiration carrée. Tu peux inspirer, t'arrêter, puis expirer. Il existe différentes façons de pratiquer la respiration qui varient selon les individus et selon les moments. Demande à quelqu'un de t'aider avec les exercices de respiration. Une autre chose que tu peux intégrer très facilement, c'est de t'accorder des moments dans la journée où tu peux vraiment te couper complètement de ce que tu es en train de faire. Tu dois le faire. Donc, quand quelqu'un te demande si tu ne fais rien, ça veut dire que tu fais aussi quelque chose. Tu dois avoir un moment dans la journée où tu es complètement avec toi-même. Pas de lecture, pas d'écriture, pas de musique, rien du tout. Sois juste avec toi-même. Cela te donne l'occasion de te confronter à toi-même. Ou se confronter à soi-même est essentiel pour la croissance spirituelle et de la conscience. Tu dois passer. La plupart des gens ne savent pas quoi faire d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas rester seuls. Ils ont constamment besoin de quelqu'un. Si ce n'est pas quelqu'un, c'est un téléphone ou des vidéos à faire défiler, mais ils ne savent pas rester seuls. Alors forcez-vous consciemment à rester seul avec vous-même pendant 15 minutes, 20 minutes, vous pouvez augmenter le temps. Vous pouvez le faire. Troisièmement, ou la quatrième action possible est utiliser la vibration de votre propre voix, de vos propres cordes vocales, pour atteindre un état où vous vibrez à une énergie élevée. Ensuite, vous pouvez utiliser des mots comme heureuse, vous pouvez utiliser des mots, vous pouvez chanter un mantra si vous en avez un, ou toute affirmation positive que vous pouvez utiliser, utilisez-la.
Si vous ne pouvez pas être positive, ce n'est pas grave. Essayez simplement de ne pas être négative. Il est normal de ne pas être positive. Essayez juste de ne pas être négative. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Pas de souci, ne le faites pas. Mais évitez de penser négativement. C'est juste une autre façon de s'intégrer. Une autre façon intéressante est d'intégrer la pleine conscience, qu'on appelle Visheshdian en sanskrit, en hindi. Cela signifie être présent dans l'instant. Vous pouvez l'intégrer pendant que vous mangez, pendant que vous avez une conversation ou pendant que vous vous brossez les dents. Des choses simples vous aideront à avancer. Et cela n'améliorera pas seulement votre bien-être à ce moment précis, mais cela vous sortira aussi du mode pilote automatique dans lequel vous êtes constamment dans la vie quotidienne. Cela améliorera aussi vos relations et vos espaces de travail. Cela améliorera vos relations et votre prise de décision car vous serez présent dans l'instant, sans jugement. Ce ne sont que quelques exemples, il y a bien plus à faire. Vous pouvez utiliser des espaces, vous pouvez utiliser le travail devant le miroir qui est une autre façon de vous intégrer. Parlez-vous à vous-même comme j'en parle dans le livre. Prenez un miroir et adressez-vous à vous-même. Cela peut sembler drôle, étrange, voire un peu idiot au début. Mais si vous avez une conversation et que vous apprenez à avoir ces conversations avec vous-même, au début, vous pourriez trouver ça un peu étrange. Mais à mesure que vous commencez à parler, vous commencerez à découvrir tellement de choses sur vous-même. Vous allez vous libérer de tous ces fardeaux et de tout ce bagage. Vous allez vider votre esprit. Vous vous sentirez plus heureuse et en meilleure santé. Vous vous sentirez plus concentrée. Vous vous sentirez aussi plus légère d'esprit et de cœur pour décider. Pour le dernier segment, il y en a beaucoup, notamment à Venise. Je peux vous donner des conseils simples. Mais l'un des derniers conseils que j'aimerais vous donner, que j'utilise personnellement, c'est de garder une ancre en vous-même. Quelle que soit cette ancre, la mienne est d'être constamment témoin de moi-même. Je ne me vois pas comme une actrice dans le grand cinéma que nous jouons. C'est bien plus que 70 km. Je pense que le monde est un cinéma et que nous en faisons tous partie. Je me considère comme une spectatrice. Je pense que si tu peux te voir comme une spectatrice et ce que tu fais comme une témoin, cela t'aidera vraiment à intégrer la conscience dans tes espaces de travail, dans ta vie, dans tout ce que tu es. Si tu es consciente, je pense que la conscience est la clé. Si tu es consciente, si tu es témoin, si tu es attentive à ce qui se passe autour de toi et en toi, au processus, aux pensées, à tout ce qui bouillonne, je pense que tout cela t'aidera. Et oui, et ces choses-là. Enfin, je voudrais ajouter, entoure-toi de bonnes personnes. Je pense que s'entourer des bonnes personnes compte vraiment. Ce ne sont pas seulement les entreprises ou le travail, mais aussi les personnes avec qui tu interagis au quotidien. Voici s'ils t'aident à évoluer émotionnellement, mentalement, spirituellement, physiquement, financièrement et professionnellement. Reste avec ces personnes. C'est le satsang. Les bonnes personnes avec qui tu es t'aideront à grandir en tant qu'individu. Elles t'aideront à devenir plus conscient spirituellement. Je pense que Denise peut continuer avec la liste. Non, c'est une liste merveilleuse et merci beaucoup. C'était inspirant. Aussi époustouflant en ce qui concerne les questions que nous avons, parce que vous pouvez aller à l'histoire de l'humanité et trouver beaucoup de choses dont nous discutons ici. Mais maintenant, nous l'avons à différents niveaux. Mais le défi, c'est que nous devons continuer à évoluer, comme tu l'as dit, les aspects du quotidien comme quelque chose d'aussi important que le sommeil, ce que beaucoup de gens oublient. Et parfois, c'est simplement que nous ne sommes pas qu'un cerveau. Nous avons aussi un corps physique, ce que tu fais avec ton corps et tout ce qui va avec. Donc, tu as abordé beaucoup de choses, du leadership conscient à l'application de ces éléments de base et d'autres choses bien plus complexes. Donc, j'aimerais vraiment que tous ceux qui nous écoutent puissent apprendre avec toi, trouver des informations sur toi, tes réseaux sociaux, le travail que tu fais et tes recherches. Tu es aussi un expert, mais également une personnalité qui a toujours fait le lien, comme tu l'as dit, pas seulement en étant sur la montagne, et je n'ai rien contre le fait d'aller sur ta montagne et de faire ton voyage spirituel, mais dans le monde des affaires, c'est au quotidien, et des milliards de personnes luttent avec ça. Donc c'est bien plus que ce que tu penses. Et je crois que l'un des points clés à retenir de cette interview, c'est l'importance de ces détails dans notre vie quotidienne,
parce que beaucoup de gens rencontrent des difficultés, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous devons discuter de la façon de prendre cela plus au sérieux. D'accord, eh bien, fantastique. Merci beaucoup d'être ici. Ce fut un honneur, Anshul. Nous mettrons tous les liens pour nos auditeurs. Veuillez accorder de l'importance à la spiritualité dans vos vies. Soutenez-la, appropriez-vous-la et apprenez avec des personnes comme Anshul. Et elle propose de nombreuses façons d'interagir avec elle, que ce soit à travers ses livres, ses écrits ou ses réseaux sociaux. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.